Camille, salut Coralie. Super. Let's go, hein. Si vous voulez, on commence maintenant. Et puis les personnes qui vont arriver par la suite arriveront en cours de webinar, c'est pas très grave. Du coup, merci d'être là pour les personnes qui sont là. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un webinar qui est axé recrutement et start-up. Même si je pense que pour la plupart des éléments qu'on va aborder, ça va pouvoir être aussi appliqué en dehors des startups. Mais voilà, dans l'idée, on a des intervenants qui ont une expérience startup et pas que startup. Donc, on va pouvoir avoir un point de vue assez large. L'idée de ce webinaire, c'est d'aborder les éléments les plus importants concernant le recrutement quand on est recruteur en startup. Donc, qu'on soit fondateur ou recruteur externe, voilà, on travaille avec des fondateurs ou avec des startups. La startup, ça peut être vraiment la startup en début d'aventure early, comme ça peut être une startup en croissance. Voilà. Donc, on va essayer d'aborder des éléments qui vont pouvoir couvrir différentes étapes de construction, de croissance de startup. Et donc, pour ce faire, je vais vous présenter le programme. Donc, le programme du webinaire, donc les enjeux du recrutement qu'on va voir un petit peu ensemble, qu'on a déjà vu un petit peu maintenant. Ensuite, on va vous présenter les intervenants. Donc, en gros, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils sont crédibles aujourd'hui? Pourquoi est-ce que leur expérience va pouvoir vous apporter énormément d'éléments? Et on va répondre aux 10 questions. Donc, les 10 questions, les 10 fameuses questions, ce sont les questions qu'on a sélectionnées, qu'on qu'on détecte en fait à travers des échanges qu'on va avoir avec des recruteurs en startup ou des fondateurs directement. Donc, c'est des questions qui reviennent très souvent. Donc, on va pas couvrir forcément toutes les questions, mais des questions qui reviennent énormément. Donc, on va pouvoir en fait vous donner un petit peu des éléments avec des expériences un peu différentes. Et bien évidemment, en parlant de questions, pendant tout le webinaire et à partir de maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement envoyer votre question sur le chat. Donc, soit on y répondra directement parce qu'il y a un lien, parce qu'on a pu la voir, etc. Soit, quoi qu'il arrive, on la reprendra à la fin quand on aura la session questions-réponses. Donc, on va revoir les questions, donc les questions une par une avec les réponses et une petite conclusion. Et ensuite, on répond donc à toutes les questions que vous avez posées dans le chat. N'hésitez surtout pas, osez, c'est ce que j'ai dit aussi dans mon mail, osez pour poser des questions. Voilà, on n'est pas non plus 1000 personnes. On va pouvoir prendre le temps. Voilà, vous allez pouvoir même intervenir si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez juste poser la question dans le chat et on va répondre directement à la question avec ou sans échange avec la personne qui a posé la question, comme vous préférez. Eh bien, si tout est OK, on va directement commencer par pourquoi ce webinaire. Donc, je vais vous exposer un peu plus le contexte de ce webinaire. Donc, aujourd'hui, de mon côté, je travaille avec pas mal de fondateurs et recruteurs en startup. Et donc, on a observé on va dire des problèmes, hein, des problèmes qui reviennent souvent, des problèmes qui sont liés à un manque de temps, clairement, pour aller explorer et approfondir les sujets RH et recrutement. Euh, c'est normal, hein, les CEO ont énormément de choses à faire, que ce soit sur la partie market, sales, produits, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de temps pour prioriser les sujets RH et recrutement. Et la plupart du temps, ce qui se fait, c'est qu'on fait des recrutements au feeling. Donc, ce qu'on appelle un recrutement au feeling, c'est, ah bah tiens, je l'aime bien, lui, il a l'air d'être bien, je le prends. Donc, c'est pas une blague. J'ai souvent travaillé avec des fondateurs qui fonctionnaient comme ça. En soi, moi, je suis pas forcément quelqu'un qui est contre le feeling. Pour moi, c'est hyper important de sentir la personne, mais quand même, il y a des éléments à prendre en compte. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de vous donner tous les éléments qui vont éviter ce recrutement qui est au feeling. Et donc forcément, les conséquences concrètement, c'est quoi? C'est des budgets explosés parce que bah voilà, on a payé plusieurs mois de salaire, on a passé du temps à faire de l'onboarding, on a passé du temps à former la personne, etc. On a des projets qui sont ralentis du coup à cause de ça et surtout, on s'en rend pas compte, mais quand on rate un voire plusieurs recrutements, on a une culture d'équipe qui est dégradée, on peut commencer à sentir de la démotivation, etc. Donc voilà pourquoi en fait ce webinaire nous paraît en tout cas nous intéressant et j'espère que ce sera de même de votre côté. Et commençons tout de suite avec la présentation des intervenants. Donc, peut-être honneur aux femmes. Violette, Oui.
Alors, du coup, moi, c'est Violette, je suis Head of People chez Wallaxy. Alors, ça fait 5 ans que j'y suis, mais au début, j'étais pas Head of People, je suis arrivée en alternance en tant que Talent Acquisition. Et du coup, donc, j'ai un peu monté tout le process de recrutement. Donc, c'est surtout là-dessus que je vais pouvoir vous aider. La marque employeur, l'intégration. Et au fur et à mesure, j'ai pris plus d'émissions donc, de RH au global. Ensuite, donc, je suis devenue chargée RH et au bout de 3 ans, du coup, 3-4 ans, Head of People. Et aujourd'hui, c'est plus tous les sujets RH ou voilà, au global, formation, montée en compétences, toujours recrutement, même si du coup, on a externalisé le recrutement par un freelance. Et du coup, Alexis, si vous connaissez pas, on est beaucoup axé sur le bien-être en interne, on met beaucoup de choses en place au niveau de la flexibilité, de la liberté, de l'autonomie. Et on a des fortes valeurs autour de ça. Ok, moi je pense qu'à peu près tout le monde connaît Walaxy. Ok, donc on imagine déjà en fait ce que tu vas pouvoir nous apporter pendant ce webinaire et vous comprendrez un peu plus quand on abordera les questions. Ensuite, comme vous voulez, Christophe ou Yvan, Christophe si t'es chaud. Avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Christophe. Je suis entrepreneur maintenant depuis peut-être 12-13 ans. J'ai commencé tout seul à travailler avec quelques freelances et puis en fait, je me suis lancé dans le recrutement que j'ai découvert en CDI. Et après, j'ai décidé de lancer un cabinet de chasse de tête spécialisé sur le recrutement de profils techniques qui s'appelle Blue Coders. Euh, j'ai lancé d'autres sociétés, une société dans l'immobilier qui a été vendue. Et aujourd'hui, je suis dans un projet qui s'appelle Marvin Recruteur et qui a pour objectif justement d'aider les équipes de recruteurs à collaborer ensemble sur une roadmap de recrutement qui peut être assez complexe. Et donc, on travaille essentiellement avec des grands groupes ou avec des cabinets de conseil. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que bah, ça fait du coup 3 fois là que je crée une société de zéro en cherchant les bons collaborateurs, les bonnes collaboratrices. Je pense avoir fait peut-être plus d'erreurs que de bons choix, donc je sais pas si je pourrais vous partager tous les bons choix, mais en tout cas, il y a certaines voies ou certaines erreurs qui sont intéressantes et je trouve ça presque plus intéressant de partager des fois les difficultés qu'on a pu avoir que les réussites, parce que la réussite, des fois, on sait plus pourquoi ça a marché. Donc, ravi d'échanger avec vous aujourd'hui et trop hâte de répondre à des questions. Ok, Merci Wafa super, pour merci l'invitation. Christophe. Avec plaisir. Donc effectivement, ouais, c'est intéressant parce que c'est ce que, enfin, en tout cas, s'il y a des personnes qui sont fondateurs de startups finalement aujourd'hui parmi nous, ça va intéresser de surtout savoir en fait finalement les erreurs un peu presque plus que les réussites. Donc hâte d'en savoir un peu plus. Yvon? Merci, bonjour à tous. Donc moi j'accompagne des CEO, CRO aujourd'hui sur leurs sujets revenus, de la finance jusqu'au closing et avec tout ce qui concerne les fonctions support, dont le recrutement évidemment. Et j'en ai beaucoup fait le recrutement, notamment 10 ans en scale-up chez Pepernet, chez Spendesk, où on avait des enjeux de recruter des pépites dans une dimension volumique avec des grosses équipes. Donc ravi de participer. Super, merci Yvon. Et pour finir, je me présente rapidement. Donc moi, c'est Wafa. J'ai commencé en tant que Head of HR, donc je couvrais vraiment tout le scope RH en général, pas forcément que le recrutement, toujours en start-up quelques années. Et par la suite, je me suis spécialisée dans le recrutement et la chasse de tête. Et aujourd'hui, je suis indépendante. Je travaille avec des start-up. On focus à 100% sur le recrutement de pépites, comme l'a dit juste avant Yvon. Voilà. Et donc, on peut tout de suite passer à la slide suivante concernant les questions. On commence tout de suite par la première question, qui est quand recruter? D'abord, quand recruter son premier salarié et ensuite, quand recruter tout court, finalement, quand on a déjà une équipe, à quel moment on se dit, OK, c'est maintenant qu'on recrute. Et là, je laisse aux intervenants la parole sur le sujet. Je peux commencer. Vas-y. Donc, à quel moment faut-il recruter dans une startup en croissance? Euh, alors, je pense que ça peut dépendre de plusieurs choses, hein, ça dépend de comment on peut être financé, tout ça. Mais je pense que le moment où on commence à recruter, c'est le moment où on n'arrive plus à gérer le présent. Moi, je pense que dans une société qui se lance, c'est intéressant d'être toujours un peu en dette d'humain, toujours en manque, parce que tu te rends vraiment compte de la personne dont tu vas avoir besoin. Je trouve que des fois, à vouloir trop anticiper des recrutements, on peut se retrouver à faire des erreurs
Et puis après, il faut poser du process, retrouver le bon rôle des personnes dans le process. Donc, c'est un peu l'art de processer, recruter. Mais j'aurais tendance à dire que, euh, que ce qui est important, ça va être de recruter dès que les fondateurs ont besoin de confier des tâches présentes qu'ils maîtrisent déjà super bien. Donc en fait, je vois bien qu'il y a un périmètre dont la société a besoin. Elle a besoin, par exemple, d'un producteur et j'ai besoin de le recruter maintenant. Ça va me permettre d'arrêter d'être là-dessus et de sécuriser la capacité de la société à générer du chiffre d'affaires et à produire. Donc Ouais, voilà, moi, pas trop anticiper, attendre d'être en dette. je te rejoins là-dessus. De mon côté, je sais que quand je travaille avec des fondateurs en général, voilà, quand ils font appel à moi, souvent, c'est soit, donc du coup, le premier salarié parce qu'ils se rendent compte qu'ils font très bien, mais qu'il y a une partie, on va dire, vente qui commence à se développer ou technique, donc il y a un besoin là-dessus. Ou alors, il y a une équipe qui est déjà en place et effectivement, c'est à partir du moment où on sent qu'il y a une dette, donc qu'on a besoin de main-d'œuvre pour faire mieux, plus vite et qu'on sait qu'en ayant une nouvelle personne dans l'équipe, on va pouvoir faire mieux et donc, avec l'arrivée de cette personne, on va aussi réussir à aller à faire les choses de manière plus efficace et plus rapide. Ensuite, on passe à la deuxième question, si rien d'autre à dire là-dessus. Quel poste prioriser selon le stade de maturité de la startup? Donc, est-ce que plutôt ça va être des postes sales? Donc, on va d'abord recruter un sales ou est-ce qu'on va d'abord recruter un dev? Est-ce que on va prendre une première personne junior qu'on va former et par la suite prendre un senior qui prendra le lead ou est-ce que il va falloir prendre dès le départ un senior qui lui en fait va recruter une équipe junior? Donc, comment vous voyez les choses là-dessus de votre côté, simplement? Tu voulais y aller, Yvan? Vas-y. Ouais. Yvan? Sur le sujet, effectivement, il faut se poser la question de est-ce que j'ai un besoin d'exécution? Dans ce cas-là, un junior, bah, il va être rapide à recruter, il est plus économique et il sera focus sur l'exécution. Ou est-ce que je dois apporter de la structure, de l'encadrement, des process, beaucoup plus de méthodologie? Et là, on va aller sur un profil plus senior. Ensuite, la question qui doit être en fil rouge, c'est est-ce que mon organisation aujourd'hui, dans son état actuel, est capable de faire cet accompagnement, de l'animation, du coaching, de la formation avec ces profils juniors, ou à l'inverse, je dois aller mettre un peu plus de muscle sur ce sujet pour pouvoir y aller. Effectivement, ouais. Christophe? Ouais, sur donc quel poste? Moi, je pense pas que ce soit une affaire de poste. Qu'est-ce qu'on doit recruter comme poste au départ? Et en fait, ça va dépendre de la société. Qu'est-ce qu'elle vend? Qu'est-ce qu'elle produit? Moi, j'aurais tendance à dire, bah, les premiers postes qui doivent être créés, c'est les postes des personnes qui vont produire. Donc, si cette société, pour avancer, elle a besoin de trouver son produit market fit dans un projet tech, bah, peut-être qu'il y a un recrutement à faire là. Et après, encore une fois, souvent une société, en fait, elle va avoir plusieurs besoins. Et c'est parce que je suis en contact avec des clients que je me rends compte de la bonne roadmap. Et donc, je pense que le sujet, ça va aussi dépendre de l'équipe dirigeante qui va être en place, des compétences des associés. Et donc, moi, j'ai déjà rencontré plein de personnes qui me disaient, tiens, ça, j'avais une société, j'ai fait ça a super bien marché. Et après, sur mon autre société, je voulais faire pareil, ça marchait plus du tout. Et donc, je pense que ce qui est très important de toute façon, c'est qu'il n'y a pas forcément de réponse toute faite, ou sinon, ça fait un peu langue de bois. Donc, la réponse langue de bois, pour moi, c'est prioriser surtout l'humain et des gens qui vont être en plein dans le mille de la société, niveau humain, niveau valeur. Moi, ce que je crois, c'est qu'au début d'une société, ce qui est important, ça va être de recruter des gens qui vont être capables de se mettre tout seuls sur les besoins. Vous voyez, des fois, il y a la société, elle a des besoins et c'est l'affaire des dirigeants et des collaborateurs de se mettre ensemble sur ces besoins-là. Et en fait, il y a des personnes qui sont intervenues dans leur carrière à- dans des sociétés qui ne sont pas forcément toutes au même niveau de maturité. Donc, on peut dire qu'une société, elle va commencer par une phase un peu pionnière, où en fait, il y a de l'énergie, on veut exister, on se bat pour exister. Après, on va arriver dans une phase qui va être un peu une phase de croissance, où là, il va falloir dérouler. Et puis derrière, on va avoir des sociétés qui arrivent à une phase de maturité parce que ça marche, parce qu'il y a de la marge. Et en fait, on voit que les profils qui vont marcher au début, pas forcément les mêmes que ceux qu'il faut recruter à la fin. Donc, si on vient vraiment sur la question du début,
Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui ont un énorme feeling avec la société, avec les collaborateurs, avec le secteur d'activité. Il faut des gens que ça fasse kiffer, parce qu'il faut vraiment se dire que en fait, l'énergie qu'on va créer au début de la société, c'est dans cette énergie-là qu'on va pouvoir ajouter d'autres personnes derrière. Donc en fait, c'est vraiment important que ces premiers collaborateurs, ce soient des réels piliers humains pour la société. Donc je pense que c'est des recrutements qui doivent se faire beaucoup au feeling. Et après, la typologie de poste, bah, ça va dépendre. Mais on peut très bien prendre un senior et un junior, ça peut marcher. Et après, ça va dépendre du coup de l'équipe dirigeante et de ses compétences, euh, du stade où la société en est, là en l'occurrence au début, et surtout de ce qu'elle produit. Mais par contre, ce qui n'est pas négociable pour moi, c'est d'avoir des gens qui savent se mettre tout seuls sur les besoins. Ça veut dire on leur dit rien, ils voient des trucs passer. Et par contre, ils arrivent à se mettre sur les besoins. Ça nécessite aussi de Bah, réussir à être très bon sur le partage de l'information pour que les personnes arrivent à se saisir des sujets qu'ils voient passer. et là, pareil, on est toujours, enfin, ça va dépendre aussi du stade de maturité de la startup parce que si on est dans une boîte un peu plus grosse, etc., qui a déjà connu une croissance, je pense qu'il y a des process qui sont là. Donc, forcément, il y a déjà des managers, etc., il y a des seniors qui sont présents. Et à ce moment-là, en fait, on peut oser le junior et vice-versa. Sur la partie sales dev, moi, là où je trouvais ça intéressant, c'est parce que souvent, ça m'arrivait, en fait, d'avoir des discussions avec des CEO qui, dans un premier temps, externalisaient la partie dev et arrive au moment où ils ont besoin d'un sales en même temps. Et en fait, il y en a qui vont tout de suite me dire, je garde la partie dev externalisée, je vais recruter un sales directement. Et il y a des personnes qui vont dire, non, je vais d'abord internaliser la partie dev et ensuite, je vais recruter le sales. Et donc, la priorité sur le sales ou le dev, elle est différente. Donc, je pense que c'est aussi une question de vision de l'équipe fondatrice, finalement, de la startup. Vous en pensez quoi, Yvan, Christophe ou Violette, par rapport à ce que vous avez vu là-dessus, sur cette vision-là? Pour vous, quels sont en fait les critères qui font que un CEO a plutôt une vision sales tout de suite ou qui va plutôt vouloir internaliser le dev avant de penser au sales finalement? Pour moi, ça va être ses compétences à lui. Au fond, ça dépend de ça. C'est, tiens, je suis très à l'aise avec la partie technique, je peux continuer à m'en occuper, continuer à la sous-traiter. Ça va pas me coûter du changement là-dessus. Ce qui coûte le plus cher, c'est de changer de stratégie, hein. Et donc, si je veux continuer à m'occuper de la tech, eh ben, en fait, je vais recruter un sales. Mais des fois, les premiers recrutements, on gagne du temps parce qu'on délègue le sujet. Mais par contre, s'il y a besoin de faire monter en compétence quelqu'un, on peut rapidement passer autant de temps à l'accompagner, à prendre son poste, qu'on aurait passé de temps à exécuter son poste soi-même. Ouais, c'est Donc, ça. je pense que ça dépend vraiment de ses compétences et effectivement de la vision qu'on a pour son équipe. Sur ce sujet précisément de faut-il internaliser son projet technique avant de recruter des commerciaux? Moi, j'aurais peut-être pas la réponse à cette question directement. Ce qui est sûr, c'est que externaliser un projet technique, si en interne, il n'y a personne qui est capable d'être l'interlocuteur et de vraiment comprendre euh, de quoi ça parle, ce projet technique externalisé, ça va être compliqué. Donc effectivement, avoir au moins peut-être en interne au moins un profil qui peut faire continuer à travailler la société technique sans forcément se dire et je vais internaliser toute l'équipe. Parce que ça fait quand même beaucoup de changements et si on est au début d'une société, pour moi, ça peut être presque contre-productif et risqué. Ok, top. Yvon, est-ce que tu peux nous partager ta vision peut-être d'une startup un peu plus grosse, plus d'une scale-up finalement? Ton micro est coupé. On va sortir du prisme de départ qui est où est-ce qu'on en est dans le stade de développement. Seed, pre-seed, on va chercher des exécutants opérationnels type gros hacker, développeurs full stack, etc. Alors qu'en post-product market fit, on va mettre des profils plus seniors pour structurer, manager, scaler. Euh, la question après, c'est est-ce qu'on a besoin d'accélérer la croissance en ouvrant d'autres marchés? Est-ce qu'on a besoin d'accélérer la croissance en spécialisant les équipes, donc en ayant des sous-verticales et donc lié à ça, on va devoir aller plus sur des profils type acquisition sales. Après, il y a toujours ce va-et-vient entre marketing et sales en termes de jeunesse de lead. Si j'ai beaucoup de sales, il faut aussi que j'ai une machine marketing opérationnelle qui me permette d'aller chercher des leads. Voilà, donc c'est avoir l'œil constant sur est-ce que mon produit il est suffisamment bon par rapport au marché pour être commercialisé. Et si ce n'est pas le cas, bah, il faut que je fasse mettre du développement. Et est-ce qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de leads ou d'opportunités d'ouverture de marché pour ajouter des sales ou du marketing?
Ok. Donc toi, tu dirais plutôt qu'il faut attendre qu'il y ait assez de leads pour penser au recrutement d'un sales et pas forcément recruter un sales pour générer les leads. Alors, les deux vont de pair, mais en tout cas, est-ce qu'on est capable de transformer, de transformer en tout cas ensuite ces leads, c'est extrêmement important. Ok. Top, top. Super, merci pour vos retours. On va pouvoir passer à la question suivante, qui est CDI ou freelance. Alors, quel format selon le besoin et le timing? Alors, je sais que ça va parler à beaucoup de monde, mais de plus en plus, dans le monde startup, on commence à se poser cette question. Euh, à quel moment on peut opter pour le freelance? À quel moment, au contraire, il faut rester sur du CDI? Euh, je connais pas mal de startups qui vont tout de suite, alors c'est pas forcément le cas, mais en échangeant, on va trouver la solution de recruter des sales, une équipe sales première en freelance parce que c'est moins cher, on n'a pas les cotisations patronales, donc c'est quasi divisé par deux le salaire. Et parce que aussi, le on va dire, le projet n'est pas aussi développé que ça. Donc, c'est, entre guillemets, c'est quand même un test pour le moment. Donc, c'est une équipe test, mais à la fois, ça va être important d'aller chercher des personnes qui sont vraiment très impliquées dans le projet, donc qui vont pas avoir 40 000 clients. Là, on va dire le juste milieu, généralement, c'est de trouver une personne qui a les deux clients en même temps, parce que de toute façon, c'est illégal d'en avoir qu'un en freelance, pour pas tomber dans le salarié déguisé. Voilà. Aujourd'hui, pour quel type de profil de poste on peut envisager le freelance? Comment? Pourquoi? Et à l'inverse, quand faut-il privilégier le CDI? Donc, que ce soit pour vous le type de poste ou le timing, voilà, c'est assez ouvert là-dessus. Je vous laisse intervenir de votre côté sur ça. Moi, je pense que le freelance en tout début, en création d'entreprise, quand tu n'as pas forcément les fonds et que tu sais pas non plus à peu près combien de temps prend une mission ou si une personne en full CDI va être, ça va être performant. Du coup, je pense qu'au tout début, quand tu lances ta startup, ça peut être bien d'avoir certains profils en freelance. Mais du coup, encore une fois, il y a toujours la limite qu'un freelance, ça peut avoir énormément de missions, du coup, d'avoir des problèmes dans les deadlines. Et aussi, les limites d'un freelance, c'est que quand tu lances une boîte, tu as envie que les gens soient hyper impliqués. Au tout début, quand tu as les premières personnes en CDI et qu'on n'est que 5, c'est vraiment ambiance startup. Les gens, ils sont méga impliqués dans la réussite de la boîte. Et c'est vrai que tu vas moins retrouver ça en freelance. Donc, en fait, je pense que ça dépend aussi les fonds. Si tu peux faire un mix des deux, c'est vraiment pas mal. Du coup, comme on en parlait avec la question précédente, ça dépend les fondateurs où ils se situent. Mais certains postes en freelance, certains postes en CDI, un mix des deux, je pense que c'est pas mal. Mais en tout cas, pas avoir uniquement des freelances. Ouais, Euh, ouais, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que pour le degré d'implication, c'est assez pertinent de l'envisager parce que quand on recrute un freelance, euh, souvent on va essayer de trouver la perle rare, c'est-à-dire la personne qui soit en freelance, mais qui ait quasi la même posture qu'une personne en CDI, c'est-à-dire qui se sent appartenir à la boîte en question, qui va être à 100% dans le projet, même si finalement elle ne le sera pas, elle ne pourra pas l'être, mais donc, on va essayer finalement de quasi trouver un salarié en freelance. Donc, attention, il y a toujours une limite. Moi, je sais que je trouve, enfin, il y a toujours une limite quand je recrute en freelance avec mes clients. Donc, c'est très important de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et puis, par la suite, il y a une promesse que je retrouve souvent, moi, par les fondateurs, c'est que on dit, bah, aujourd'hui, on vous prend en freelance parce que c'est encore pas très stable, etc. Mais par la suite, on va pouvoir CDIser le contrat. Attention, là encore, parce que en fait, finalement, ça se fait très rarement parce que, à moins que la startup ait explosé financièrement, c'est très compliqué parce qu'on se rajoute quasi 50% de charges en plus d'un seul coup quand on CDIse la personne. Donc, il faut y penser à l'avance. Ça, j'en parle souvent aux fondateurs de startups qui me disent, non, mais c'est pas grave, dans 6 mois, je le CDIse. Ouais, mais est-ce que dans 6 mois, tu as le budget d'avoir un coût qui augmente de 42%? Donc, c'est vrai que ça fait débat. Donc, ça, c'est pour vraiment les early, les startups early. Maintenant, si on parle de startups un peu plus grosses, plutôt de scale-up, effectivement, Violette, je te rejoins là-dessus. Donc, on va prendre des personnes pour des missions. Donc, ça va être des personnes qui sont là pour une mission. On connaît la mission, on sait la charge de travail, on sait quand est-ce que ça se termine, on n'a pas besoin que la personne soit à fond impliquée dans le projet.
On a juste besoin qu'elle fasse, entre guillemets, sa tâche de travail, sa mission. Et à ce moment-là, il y a beaucoup moins d'implications demandées et donc forcément, c'est plus pertinent et plus facile. Mais les deux cas de figure existent bien aujourd'hui sur le marché de la startup. Vous Ouais, Après, en et pensez sur... quoi, Christophe et Yvan? Vas-y, Violette. non, j'allais dire, après, quand la boîte a les moyens, encore une fois, pour que les gens se sentent hyper impliqués, il faut qu'ils soient salariés. Parce que du coup, tu crées vraiment une boîte où on a tous le même but, c'est que ça fonctionne au niveau même de l'ambiance, du projet. Et une personne en freelance, elle va quand même rester un peu éloignée du projet, parce que donc déjà, en plus, généralement, alors tout dépend de la boîte, mais quand tu es en freelance, tu es plutôt en télétravail. Donc, si toute la boîte est en présentiel et que toi, tu es en freelance à l'extérieur de la boîte, tu vas te sentir moins impliqué. Donc, c'est pour ça que je vais quand même préconiser d'avoir beaucoup plus de personnes en CDI quand, à partir du moment où tu es un peu plus grand et que tu as les moyens. Dans tous les cas, il faut. Effectivement, bien Ah, là, sûr. si tu n'as pas le choix, tu prends des freelances, hein. Mais Ouais, si tu as en le gros, meilleur. ce que tu Pour, dis, c'est que pour composer la culture d'entreprise, il faut forcément, à un moment donné, se permettre d'avoir des CDI parce que sinon, c'est compliqué de construire une culture qu'avec des freelances. C'est ça. c'est compliqué, mais c'est pas impossible, je pense, hein. Je trouve que cette question-là, on a l'impression que c'est une histoire de contrat. Finalement, on a une personne quand il travaille avec nous, est-ce qu'il faut prendre en CDI ou en freelance? C'est la bonne personne, finalement. Est-ce que le contrat va tant jouer que ça? Je suis même pas sûr. Par contre, le vrai sujet, au fond, pour moi, c'est que la société elle a un besoin. Est-ce que je l'internalise ou est-ce que je l'externalise? Donc déjà, premier sujet, c'est est-ce que c'est un besoin sur du court terme ou est-ce que c'est un besoin sur du long terme? Parce que le contrat de travail en CDI, euh, il peut être très contraignant parce qu'on engage quelqu'un et après l'objectif c'est de le garder. En droit français, tu n'as presque aucune bonne raison de sortir quelqu'un que tu aurais recruté. Donc pour moi, le sujet il est beaucoup là et après ça peut dépendre aussi du business model, hein. Parce que bah, si on prend nous ce qu'on a réussi à faire par exemple sur Blue Coder, c'est assez incroyable, c'est qu'on a des freelances qui travaillent en équipe avec nous. Et en fait, l'idée, c'est que l'équipe en CDI gère cette communauté de freelance. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça peut dépendre beaucoup du mode de facturation. C'est-à-dire, est-ce que je travaille avec un freelance et c'est un partenaire? Ou est-ce que je travaille un freelance et en fait, c'est un salarié à qui j'ai dit le matin, tu vas faire ça, ça, ça. Ouais, c'est Et donc, ça. pour moi, il y a quand même différents cas. Et donc, internaliser, externaliser. J'internalise parce que c'est du long terme. J'externalise pour deux raisons. Parce que c'est du court terme et parce que normalement, je maîtrise le truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que personnellement, à chaque fois que j'ai voulu externaliser quelque chose que je maîtrisais pas vraiment, en fait, on ne sait pas ce qu'on attend, on ne sait pas calculer son ROI, donc on ne sait pas trop ce qu'on attend vraiment de cette collaboration. Et après, derrière le freelance, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des contrats d'apporteurs d'affaires, il peut y avoir des gens en TJM, tout ça. Donc c'est vrai que je ne maîtrise pas quelque chose. Je l'externalise, paye un TJM très cher. La personne n'est pas solidaire de ma société, elle n'est pas dedans. Et je ne maîtrise pas mon ROI, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. À mon avis, vous rentrez dans quelque chose qui peut être très, très frustrant. Et par contre, sur du contrat freelance d'apporteur d'affaires, nous, c'est ce qu'on fait avec Blue Coders. On a des gens qui sont ultra engagés avec la société, qui sont trop contents de travailler avec les clients. La société, elle, à la base, elle maîtrise ultra bien ce poste-là. C'est vraiment notre savoir-faire, c'est de savoir former quelqu'un à ce poste. Et au fond, à la fin, on arrive à travailler avec des gens qu'on n'a même plus besoin de former parce que le business model, il attire des personnes qui bah, sont déjà super bien dans ce truc de freelance, dans cette équipe de vie qu'ils recherchent. Et, euh, et on voit que c'est encore un autre sujet quand tu gères une communauté d'apporteurs d'affaires en freelance. Ok, intéressant. Donc, je dirais en fait, ça peut être dans plusieurs configurations et après, chaque configuration va avoir ses avantages et ses inconvénients. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent plus trop avoir d'horaire, qui veulent pas trop qu'on leur donne des ordres, qui maîtrisent très bien leur métier. Et à la fois, le contrat freelance, il permet de ne pas avoir d'horaire parce que le droit du travail, je ne sais pas si vous avez vu, mais en Espagne, les entreprises sont obligées maintenant de mesurer le temps de travail. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir une badge sur ton ordinateur ou dans tes bureaux. Je pense que le contrat freelance permet aussi de sortir de ça quand on est avec des gens qui sont déjà très autonomes, compétents, rentrer dans un droit du travail qui va être très contraignant, qui va être le même pour une industrie qui recrute des gens à 1 000 € le mois, et puis des gens qui ont beaucoup de valeur dans leur travail. Ça peut être assez, enfin, valeur en tout cas financière, ça peut être assez différent. Donc voilà, pour moi, à chaque sous-cas, à chaque cas d'application, ça vaut le coup de se poser la question. Mais il y a beaucoup une histoire de est-ce que je maîtrise ce que j'externalise? Ouais, ouais, Et, effectivement, il y a un peu de tout ça. Yvan, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Bah,
Pas nécessairement. Après, moi, je suis assez tranché sur le sujet. Je pense que plus on recrute des freelances, moins on va créer des compétences en interne, notamment au niveau de la transmission et de l'évolution du skill set des collaborateurs. Et derrière, je pense que ça peut créer des goulots d'étranglement, beaucoup de dépendance. Moi, j'accompagne beaucoup d'entreprises sur des sujets notamment techniques et qui en fait sont en permanence bah, sur des dettes de ressources humaines liées à leurs équipes de freelance qui ne sont pas nécessairement toujours à disposition et qui surtout ne vont pas faire l'extra mile pour former le stagiaire, former derrière un profil plus junior pour justement être capable en interne d'aller sur ces sujets. Bah, en fait, moi, je suis d'accord avec toi, mais plutôt dans les grosses startups, on va dire plutôt scale-up, là où dans la startup entre, j'ai n'importe quoi, entre 6 et 15-20 personnes, je trouve que ça fonctionne plutôt bien dans la plupart des boîtes. Pourquoi? Parce que l'équipe est encore petite, on perd pas de la compétence parce que finalement, elle est pas enfin externalisée parce que les personnes viennent souvent au bureau, on a l'habitude d'échanger avec eux, il y a pas mal de docu en interne. Donc, je pense que ça se perd, je pense que ça commence à être compliqué au fur et à mesure que la startup devient finalement, en fait, plus grande, quoi, plus grosse, quand elle commence à avoir plus de salariés. Mais je pense que c'est un système qui peut fonctionner bien quand on a des freelances. Je pense par exemple aux freelance sales. Quand on a des freelance sales en une équipe de 3 personnes, quand tout on est, je sais pas, 6-10 personnes, je pense que ça peut vraiment fonctionner, mais à partir du moment où la communication n'est pas trop difficile, mais effectivement, quand on commence à être beaucoup, qu'il commence à y avoir des process, qu'on commence à oublier de la docu, qu'on n'internalise pas assez les choses, à ce moment-là, je pense qu'effectivement, ça peut être compliqué. Surtout, j'ai l'impression aussi que les freelance, enfin, quand tu es freelance, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tu as envie de flexibilité, de pas avoir d'horaire, de pouvoir vraiment organiser ton temps de travail comme tu veux. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas tous les postes aussi qui peuvent être adaptés à de la freelance. Par exemple, un poste où typiquement il y a des horaires au support client, bah, du coup, tu vas difficilement pouvoir mettre quelqu'un en freelance parce que tu sais que s'il est en freelance, c'est qu'il a envie Ouais. aussi d'avoir. Puis nous, par exemple, nos freelances, c'est beaucoup des rédacteurs ou des traducteurs. Donc ça, par exemple, bah, tu peux très bien traduire enfin, quand tu veux en fait nos articles ou même les rédiger quand tu veux. Il n'y a pas forcément non plus un travail d'équipe qui est hyper important. Parce que pareil, il y a aussi le travail d'équipe. Nous, il y a beaucoup de communication et du coup, même si on a des horaires super flexibles, on va quand même demander d'avoir une plage horaire commune entre, Bien sûr, ouais. entre 11 heures et 16 heures. Il faudrait que tu sois dispo, quoi. Si Ouais, on ouais, veut c'est ça. tout le C'est temps. ça. Freelance, j'ai un peu l'impression que tu as vraiment envie d'avoir tes propres horaires. Tu n'as pas envie que quelqu'un te dise, bah voilà, entre 11 heures et 16 heures, il faudrait que tu nous répondes si on a une question, ou tu as le support à gérer à cette heure-là. Donc je pense que ça dépend vraiment des équipes. Si tu veux une personne qui va pas avoir beaucoup de communication avec beaucoup de personnes dans l'équipe à certains horaires. Ouais, c'est ça. C'est Et, ça. C'est pour ça qu'en fait, quand il y a plus de monde, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et Forcément. d'ailleurs, dans le reclassement tu parlais tout à l'heure, Wafa, de dire, tiens, est-ce qu'on prend pas le risque de CDI déguisé, etc. Je sais que dans le reclassement de freelance en CDI, donc déjà, le premier sujet, c'est est-ce que le freelance, il voudrait être en CDI? Parce qu'en fait, c'est assez rarement l'URSSAF qui arrive, il dit, eh, dis donc, lui, il devrait être en CDI. C'est plutôt en général des collaborateurs où la situation financière va se précariser et donc qui vont plus gagner à être en CDI. Donc, le sujet là-dessus, c'est beaucoup est-ce qu'il y a une autorité qui vient de la direction ou pas? C'est-à-dire qu'un freelance, normalement, tu ne peux pas lui donner un ordre dans le droit du travail. C'est ce qu'on Ouais. appelle la subordination, tu vois. Donc, en Ouais. théorie, un freelance, c'est un pur partenaire. Et tu n'es pas là à lui dire quoi faire, à lui mettre des horaires. D'ailleurs, c'est interdit. Donc, en fait, Ouais. travailler des freelances, si a priori il va avoir des horaires, que, il risque de rester assez longtemps, on ne sait pas trop, et qu'on va lui donner des ordres, a priori, c'est pas du freelance, quoi. Ouais. Ok, top, top. On avance parce que c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer. Je pense que c'est vrai, il y a pas mal de sujets par rapport au freelance, effectivement. On pourrait revenir dessus. N'oubliez pas, vous pouvez toujours poster vos questions dans le chat. Si c'est pas déjà fait, pensez à le faire. Comme ça, à la fin, on pourra tout revoir. On pourra, en fait, revoir toutes les questions ensemble. Ensuite, comment mettre en place, pardon, un process de recrutement simple, rapide, efficace. Donc, pour rappel, Violette Léger, qui est chez Walaxy, va pouvoir
donc nous dire pas mal de choses là-dessus. Christophe également, Yvon également, donc ils vont tous avoir des éléments là-dessus. Donc la question, c'est simplement aujourd'hui, je suis une startup, que ce soit une startup early ou une startup en croissance qui va vers le scale. Très important d'ailleurs, il va falloir parler des deux cas. Quand je suis early, comment mettre en place un processus de recrutement qui soit efficace, rapide, simple, et pareil, quand on est un peu plus, quel challenge en plus, et pourquoi c'est important de faire attention et comment on fait ça. Donc, je vous laisse la parole là-dessus. Vous pouvez commencer. Je pense que dans le process de recrutement, il y a un gros travail qui se fait en amont, donc avant même de poster l'offre. C'est-à-dire que en interne, tu dois vraiment bien définir quel est ton besoin, qu'est-ce que tu recherches en termes de soft skills et hard skills, donc ce que la personne doit avoir, donc les must-have et ce qui est un plus. Et aussi savoir si vraiment tu as besoin du profil. Donc, bon, là, on reprend la question de freelance ou CDI. Et ensuite, est-ce que vraiment tu n'as pas la compétence déjà en interne d'une personne qui voudrait monter en compétence sur ce poste? Et en fait, quand tu as répondu à toutes ces questions et que donc tu mets l'offre, déjà, quand tu vas avoir un CV, ça va être assez rapide parce que tu sais quels hard skills tu veux, quels soft skills tu veux. Donc, le tri des CV va se faire beaucoup plus rapidement. Pareil pour l'émission, si tu sais spécifiquement ce que la personne doit faire, ton offre, en fait, plus elle est détaillée, déjà moins tu auras de candidatures qui répondent pas aux besoins, donc tu prendras moins de temps à trier les CV. Donc vraiment être le plus précis possible dans l'offre, comme ça, il n'y a pas des mauvaises candidatures, entre guillemets, enfin des gens qui postulent parce que tu n'as pas été assez précis. Et du coup, pour que le process soit déjà plus simple, voilà, c'est détaillé au maximum déjà par rapport au télétravail, aux horaires. Euh, Comme ça, voilà, les gens sont au courant de où est-ce qu'ils postulent. Et ensuite, donc c'est un petit peu compliqué en process de recrutement d'évaluer les hard skills. Donc nous, on met un test technique, donc assez qui, faut qu'il soit facile à corriger, enfin, rapide à corriger, parce qu'il ne faut pas non plus que l'équipe prenne trop de temps. Et il faut que le test il puisse représenter au maximum ce que la personne va faire en entreprise. Parce que comme ça, elle-même, elle peut se projeter. Si ça se trouve, en faisant le test, elle va pas du tout apprécier le faire. Donc elle va se dire, OK, bah, le poste, il me correspond pas. Puis inversement, nous, on va pouvoir voir si la personne, elle correspond à ce qu'on recherche au niveau des compétences. Et ensuite, par rapport aux soft skills, si on sait ce qu'on veut, en entretien, on va pouvoir l'évaluer. Et du coup, pour l'évaluer, nous, on s'est pas mal aidé d'un livre qui s'appelle Who, qui te donne beaucoup, beaucoup de tips, en fait, pour réussir un entretien, savoir quelle question poser. Et c'est vrai que pour chaque question, en fait, il faut que tu saches ce que tu veux évaluer. Donc, par exemple, si je pose une question, OK, elle sert à quoi cette question? Derrière, qu'est-ce que je veux évaluer? Et pourquoi c'est utile pour le poste? Parce que du coup, des fois, on se rend compte qu'on pose des questions, mais on sait même pas quelle est la réponse, qu'est-ce qu'on veut comme réponse. Et Ouais. d'ailleurs, Mm. Le fameux recrutement au feeling. ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, nous, voilà, on essaie de mettre des petits scorings aussi à côté parce que, il faut éviter les biais cognitifs. Des fois, en entretien, tu peux être biaisé par rapport à... Ça peut être plein de choses. Et en fait, pour éviter d'être biaisé, tu notes sur 5 tes questions. Pour éviter, comme tu dis, d'être trop au feeling. Par exemple, imagine, tu commences un entretien, tu as un super bon feeling avec la personne, mais en fait, quand tu scores les questions, tu te rends compte que, elle répond à côté à toutes les questions. Et peut-être que si tu n'avais pas scoré, bah, à la fin, tu aurais dit, ah, bah, c'est un super profil, alors que finalement, elle répond pas aux besoins. Et du coup, ça va vraiment être ça. Donc, si je reprends la question donc, sur l'efficacité, on va dire, du process de recrutement, ça va être de scorer les questions, de préparer la scorecard, l'offre d'emploi en fait avant pour savoir qui je recrute. Et le simple et rapide, alors nous, il est pas vraiment rapide parce que voilà, ce que je voulais dire aussi à travers ça, c'est que chaque étape aussi du process de recrutement doit être nécessaire. Ne pas non plus faire 10 000 étapes où la personne elle va voir plein de personnes alors que c'est pas forcément utile. Donc pour ça, ça te permet de raccourcir le process de recrutement. Et donc le mieux, c'est d'avoir un entretien de screening avec un talent acquisition, ensuite un exercice pour les hard skills, ensuite un débrief de l'exo pour voilà, voir si bon, déjà c'est bien la personne qui a fait l'exercice, puis aussi en fait échanger pour savoir, comprendre ses réponses, approfondir. Puis ensuite l'entretien fit culture aussi avec les fondateurs. Et une journée où la personne elle vient en découverte au bureau. Nous, on a rajouté cette étape au process qui le rend encore plus efficace. On a très peu de personnes qui, Ok, par la suite, vont pas au poste. Alors, ok, par contre, ok. je dirais que c'est rapide. Mais nous, on a préféré choisir l'efficacité plutôt que la rapidité. Parce que si ton process il est beaucoup trop rapide aussi, ça peut.
ça peut montrer que tu n'as peut-être pas assez évalué la personne et qu'elle correspondra peut-être pas au poste. En fait, quand on a une marque employeur forte comme Alaxi, on peut se permettre ça, je pense. Que quand on n'est pas une marque aussi forte, on peut pas se permettre un process trop long. Moi, je conseille toujours de faire le plus court possible. Ça veut pas dire que on n'est pas quali. Il faut essayer de faire le plus quali possible, mais aussi le plus vite possible, parce que quand j'échange souvent avec les candidats, ça arrive très souvent que, en fait, bon, après, toi, tu as vraiment parlé de mettre en ligne une offre et puis on reçoit des CV. À l'inverse, quand on a une stratégie de chasse et qu'on va vers les personnes qui sont pas de base actives, en recherche active, on va essayer de les débaucher. Donc, moi, quand je fais ça, par exemple, c'est des personnes qui sont sollicitées peut-être par trois entreprises en même temps, qui sont dans trois process en même temps. Et c'est pas le plus rapide qui va gagner, forcément, mais c'est quand même la personne qui va réussir le plus rapidement à imprégner cette personne de la culture de son entreprise et de vite l'internaliser dans ce process. Et du coup, il y a quand même finalement, qu'on le veuille ou pas, hein, il y a quand même cette notion de rapidité. Donc, c'est vrai que les enjeux ne sont pas les mêmes quand on est en pull et en push dans le recrutement. Ça peut être très différent. Ils Après, vont. Ouais, Ouais, vas-y, vas-y. sur un prisme plus scale-up, moi, par exemple chez Pepperless, on avait cet enjeu de recrutement qui était majeur. On a recruté 600 personnes en 4 ans sur des fonctions sales. Donc on s'est beaucoup posé la question de l'efficacité d'un process, parce qu'un process pas efficace, c'est un process qui est coûteux. Et on a réussi à le faire sans talent acquisition, sans cap de recrutement, en répondant en fait à trois choses. Il faut de la quantité, il faut de la qualité et il faut de la vélocité. La quantité, c'est la bataille du pipeline. On doit être sur de l'omnicanal, aller chercher du lead entrant avec LinkedIn, faire de la chasse également sur LinkedIn et sur tous les job boards, contacter les universités, les alumni, faire beaucoup jouer son réseau, la cooptation. Et derrière, la partie vélocité et qualité, c'est l'efficacité du process. Je reviens sur ce que disait Violette. Il faut que chaque phase réponde à un objectif précis. Euh, Avoir des indicateurs clés de performance simples, bah, c'est le time to hire. Moi, je suis un partisan du recrutement en 15 à 20 jours, parce qu'un très bon candidat, il est sur le marché en tout cas C'est très ça. peu de temps, parce C'est qu'il a ça. beaucoup d'offres en même temps. Donc, on doit être capable en 15 jours, de la réception du CV jusqu'à l'acception de l'offre, sans se compromettre sur la bonne tenue des différents échanges, d'aller au bout. Euh, sur les phases, encore une fois, une première phase de préqualification, elle doit être rapide. En 5 minutes, en fait, on est capable de savoir si la personne est disponible, si l'offre qu'on propose correspond à ce qu'elle recherche, si elle sait communiquer, notamment sur des fonctions sales. Donc, c'est pas forcément intéressant de passer trop de temps là-dessus. Donc, on est clairement sur la disqualification. Ensuite, sur la deuxième phase, on va plutôt approfondir sur les éléments de skill set. Là, c'est une liste des courses. Est-ce que la personne a une communication structurée? Est-ce qu'elle est capable d'analyser, faire preuve d'écoute? Et sur un troisième entretien, les dés en fait sont souvent déjà jetés. On va plutôt challenger des zones grises, des zones d'incertitude. On fait le bilan. Est-ce qu'on parle la même langue aussi en termes de valeurs, de culture? Voilà. Donc être très clair, si je Ok. résume, très clair sur la scorecard, avoir du sourcing et du référencement très fort et très rapide, et après aller sur des phases très courtes, très logiques dans les différents points de compétence ou d'aptitude qu'on va rechercher. Merci Sur, pour ces euh, retours. peut-être juste sur un espèce d'enchaînement très simple, parce que je pense qu'il y a différents stades de maturité en même temps que Violette et Yvan parlaient. Je me disais, mais c'est quoi le dénominateur commun de tous les process? Au fond, c'est toujours, à mon sens, hein, c'est attirer pour créer aussi de la vélocité dans le process. C'est-à-dire que le début, il doit être bien vendeur quand même pour bien rentrer dans le process. Donc attirer, ensuite évaluer pour se convaincre, et après, je reviens à ce que disait Yvan, et à la fin closer pour lever ses doutes. Et en fait, un process de recrutement pour moi va toujours être basé là-dessus. Et après, je rajouterais même, pour aller dans le sens qu'a répondu Violette, de pas oublier la préparation en fait. Donc peut-être préparer, attirer, évaluer, closer. Top. c'est ça. Ok, on avance parce que c'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps. Finalement, ça prend plus de temps que prévu.
Je rappelle pour tout le monde que vous pouvez mettre vos questions dans le chat, n'hésitez surtout pas. Alors, comment attirer les meilleurs talents quand la startup manque encore de notoriété? Donc, je m'explique, je suis une startup. Mon projet, voilà, a démarré il y a 2 ans. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui travaille actuellement chez Walaxy, chez Swile, chez Doctolib, chez peu importe, une boîte voilà, qui a vraiment une belle marque employeur, une notoriété, qu'est-ce qui fait que cette personne va venir chez moi parce que je vais la contacter quand je vais la chasser. Euh, je vais même pas dire parce qu'elle va répondre à mon offre d'emploi parce que ce sera pas le cas du coup, soyons réalistes. Mais si je la contacte, qu'est-ce qui fait que cette personne, je vais réussir à la convaincre de venir chez moi? Et donc là-dessus, si on peut résumer, pas forcément trop entrer dans les détails parce qu'il faut qu'on avance. Qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, Christophe, tiens, et Violette et Yvon, enfin, peu importe. Je vous laisse la parole. Peut-être pour commencer, moi je dirais recruter à fond sur l'humain. Parce que en réalité, le recrutement, c'est une personne qui rejoint une équipe. Et ça, quel que soit le poste, l'entreprise, en fait, c'est toujours la même chose. Donc, moi, j'aurais tendance à dire vraiment recruter sur l'humain, réussir à faire sentir, parce qu'au début d'une société, on n'arrive pas toujours à définir qui on est, ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. C'est pas toujours évident. Donc, moi, je trouve ça bien de recruter à fond sur l'humain, faire sentir la valeur et la particularité de la société, faire ressortir les bonnes valeurs humaines et laisser peut-être le match se faire dans la vie quand on rencontre quelqu'un. On ne fait pas passer des process et pourtant on se fait des amis, on rencontre des gens. Et donc, peut-être privilégier vraiment ce, les gens qui vont bien aller dans le projet, dans l'équipe et être peut-être sur cette partie aussi feeling. Parce qu'il y a des personnes, ils vont rejoindre un projet parce qu'ils kiffent l'équipe, ils ont envie de suivre quelqu'un et le projet les fait kiffer. Et donc, au fond, comment bien attirer? Bah, essayer de valoriser ces différents éléments. Et le Ok. recrutement, c'est de la vente. Il faut faire une disco, une découverte. Quels sont les besoins du candidat? Qu'est-ce qu'il recherche? Ça va être quoi ses levées de motivation? Et lié à ça, est-ce qu'on va être capable en tant qu'employeur d'y répondre? Très souvent, si on est sur des profils juniors, on va avoir des personnes qui veulent progresser. Donc un manager qui va, par exemple, montrer sa compétence en posant des questions pertinentes, ou peut-être même en faisant un feedback sur la prestation du candidat, laissant penser que ce candidat, s'il est embauché dans cette entreprise, il va progresser. Ça, c'est des éléments aussi qui sont importants. Et comme disait Christophe, la dimension humaine est importante. Parler de soi, de ses valeurs, de ce qui nous anime, de ses faiblesses aussi, pourquoi on recrute cette personne. Lui dire aussi qu'on a très envie de travailler avec lui. Ça, c'est un élément, souvent les recruteurs n'ont pas en tête. Le recrutement, c'est dans les deux sens. C'est pas uniquement quelqu'un qui est candidat pour vous rejoindre, c'est à vous aussi de le séduire pour venir passer du temps dans l'organisation. Ok, top, merci. Moi, je rajouterai juste pour finir un dernier élément et ensuite on passera à la prochaine question. Pour moi, donc, en tout cas, quand je chasse une personne, je sais que c'est pas forcément facile au début. Déjà, dans un premier temps, d'attirer l'attention de ces candidats-là, de ces personnes-là, tout simplement parce qu'ils sont contactés par énormément de cabinets de recrutement, par énormément de personnes. Donc, il va falloir déjà, dans un premier temps, se distinguer par l'approche. Ensuite, une fois que le candidat est en contact avec le CEO, le porteur de projet, le manager, ce qui va être important, comme l'a dit Christophe, et je le rejoins à 100%, c'est le côté humain, c'est le feeling, c'est le fait de pouvoir transmettre cette passion. Donc, il faut que la personne aussi qui réalise le recrutement soit, entre guillemets, passionnante et en tout cas qui soit passionnée par le projet et qui mette en place enfin c'est pas une stratégie, mais clairement, voilà, qui va mettre en avant toutes les qualités du projet, on va dire, le télétravail, le fait qu'il y ait de l'autonomie, etc. Parce que c'est le genre de choses qui va pousser une personne qui travaille dans une boîte peut-être un peu plus développée à revenir travailler dans une boîte plus early, parce qu'elle a envie de revivre toutes ces expériences. Donc, voilà pour cette Et question. je rajouterais juste aussi, Euh, Vas-y. euh, c'est hyper, même si c'est pas une notoriété, de beaucoup communiquer sur les réseaux et très souvent quand ça vient des salariés eux-mêmes, parce que donc souvent quand c'est les RH ou les dirigeants qui communiquent, les gens peuvent se dire ça peut être du RH washing, alors que si c'est les salariés eux-mêmes qui communiquent et qu'il y a énormément d'infos, parce que je pense que quand tu es chassé par un recruteur ou par une boîte,
Si tu tapes le nom de ta boîte sur Internet, que déjà tu vois qu'elle est toute neuve et qu'en plus il n'y a aucune info, tu vas peut-être pas être motivé à juste donner suite, alors que s'il y a plein de photos, par exemple si tu as une vitrine, s'il y a des témoignages, même si elle est toute jeune, la startup, bah, ça peut vraiment vite donner envie. Alors que c'est pas si connu que ça, quoi. Ouais, effectivement, je te rejoins là-dessus. Pour cette question, comment bien évaluer un candidat quand on n'est pas RH, je propose de la passer parce qu'on a déjà fait le tour et qu'on n'a pas forcément plus de temps que ça. On va potentiellement, si ça vous va, ce qu'on peut faire, c'est carrément répondre à cette question. Quels critères retenir pour choisir un bon profil sales, marketing digital? Donc, que ce soit c'est le premier post sales dans la boîte, le deuxième, le troisième, le premier manager, le head of sales. Voilà. On peut bien évidemment distinguer les différentes étapes, mais qu'est-ce qui fait qu'un profil sales est un bon profil sales en Hmm. marketing digital? Je vais l'apprendre. Sur le sujet, il y a souvent beaucoup de biais. Les recruteurs vont effectivement être beaucoup au feeling, ou parfois ils vont être sur l'évaluation de compétences ou d'aptitudes qui s'apprendraient très facilement lors de l'onboarding ou sur les premières semaines. Il faut être focus en fait sur les must-have, et souvent ces must-have, c'est des choses qui, on sait que si le candidat ne les a pas à l'instant présent, ça sera très compliqué pour lui de les avoir plus tard. Sur une fonction sales, pour moi, il y en a trois. Le premier, c'est être capable d'être coachable. Et ça se teste assez facilement. Le deuxième, c'est tout ce qui va être lié à l'émotionnel, la notion de donner envie. Ça, quelqu'un qui ne vous transporte pas lors du recrutement, quand il parle de son hobby ou d'une passion, ça va être très compliqué pour lui, demain au téléphone avec des C-level, d'aller sur un registre émotionnel. Euh, et le troisième élément, et ça on l'a pas toujours en tête, est-ce qu'on a une adéquation entre ce qu'on propose comme poste, comme fonction, et la bonne perception du candidat de cette fonction. Est-ce qu'on a quelqu'un qui, effectivement, sur une fonction sales, se projette sur le fait d'être un an au téléphone, être sur de la C'est redondance, ça. sur des efforts, etc., Ouais. etc. Moi, ça, c'est ces trois éléments de must-have. Derrière, ça sera du cosmétique, très sincèrement, qui va être pouvoir être transmis lors de coaching, de formation, d'onboarding, etc. Euh, Ok, top, voilà. top. Christophe? Alors moi, j'ai partagé des erreurs où j'ai vu que ça marchait pas. Je trouve que j'aime bien la réponse d'Yvan parce qu'elle est peut-être plus structurée. Moi, ce que j'ai vu souvent, c'est si les gens n'ont pas envie de gagner de l'argent, sales, c'est pas le bon endroit où être parce que c'est quand même le driver et notamment dans les équipes. Pour moi, c'est important d'avoir envie de gagner de l'argent. Les personnes que ça n'intéresse pas d'être dans la séduction. Pour moi, un bon sales, c'est quelqu'un qui sait vendre, c'est quelqu'un qui sait séduire, c'est quelqu'un qui est animé par l'envie de convaincre. C'est des gens qui ont envie d'être des gens convaincants. Donc, c'est des gens forcément qui vont s'intéresser à cette partie-là du travail, parce que c'est vraiment la dimension humaine. Une bonne capacité, il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer leur énergie. C'est-à-dire, il y a besoin d'autre chose à côté du travail pour avoir de l'énergie aussi dans ce qu'on fait. Et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important. Et aussi, sur des sales, des fois, des personnes trop persévérantes vont moins trouver des raccourcis. Et je trouve que le bon sales, il sait réfléchir à out of the box aussi. Alors, ça dépend encore à quel niveau, hein, tu vois, si tu recrutes un SDR, un BDR qui va décrocher le rendez-vous. Mais on aurait tendance à dire que la vente a peut-être besoin d'être moins inventive à ce niveau-là. Mais encore une Mm. fois, ce que je dis est faux parce que les meilleurs, ils se renseignent sur LinkedIn et tout pour arriver tout de suite avec les bons arguments. Donc, pour moi, toutes les fonctions sales, tu vas retrouver cette envie de convaincre et de se préparer à convaincre, cette envie de séduire. Et pour moi, les gens sont animés par l'envie de gagner de l'argent. Et un dernier sujet, la bienveillance en équipe. Les équipes sales, c'est des endroits dans lesquels il y a de la concurrence. Donc, il y a besoin de se réjouir de la réussite de son voisin. Ouais, je suis d'accord. J'ajouterais juste un dernier truc. Je dirais, moi, que ça dépend, en fait, de ce qu'on vend, de notre cible. Euh, En fait, si notre cible, elle est, je dis n'importe quoi, mais la cible, elle peut être plus ou moins sérieuse, elle peut être plus âgée, moins âgée, etc., dans des secteurs d'activité différents. Donc, je pense qu'on doit aussi, en fait, choisir le bon profil par rapport au bon poste. Et c'est ce que je dis très souvent, moi.
C'est que souvent, on est sûr que le bon profil, c'est celui qui a 1 milliard de qualités, mais en fait, non. Les qualités qui nous intéressent, ce sont les qualités les plus importantes à rechercher chez cette personne par rapport à notre cible, si on parle de sales, par exemple. Ok, Et on a top. une question. On a une question. Hello, quels critères retenir pour un profil financier? Ok. Bah, je vous laisse répondre si vous avez peut-être Alors Christophe. moi peut-être sur un profil financier, mais pour peut-être rester dans quelque chose de plus général, c'est comment je fais pour évaluer quelqu'un, alors que moi-même j'ai pas forcément les compétences pour l'évaluer. C'est souvent le cas dans la tech ou dans la finance. Euh, Nous, on a été beaucoup confrontés à ce cas-là avec Blue Coders parce que on va avoir des gens qui sont très bons dans l'humain, qui sont des commerciaux. Le recrutement, c'est de la vente. Et en fait, quand je vais devoir évaluer quelqu'un dont je ne connais pas le travail, nous, on a développé une petite astuce. Et en fait, c'est de diviser la discussion avec cette personne en trois axes différents. C'est quel a été ton rôle, quelles sont les problématiques que tu as résolues, les enjeux qui étaient dans les sociétés, etc. Et après, les outils, les technologies qui sont maîtrisées. Et en fait, quand on dissocie ces trois éléments-là, en fait, on se retrouve à avoir une discussion qui est beaucoup plus pertinente. Et on remarque une chose, c'est que l'accès à la problématique et à l'enjeu permet d'évaluer une personne parce que les meilleurs savent très bien expliquer ce qu'ils font. Et Mm. donc, quel a été ton rôle? Sur quelle problématique tu as travaillé? Quels étaient les enjeux que traversait la société à ce moment-là? Et puis, qu'est-ce que tu as mis en place? Voilà. Et aussi, la pratique de l'auto-feedback. Tiens, qu'est-ce qu'on a dit de toi? Si j'appelais tes collègues, ils me diraient quoi? Ça, c'est quand même quelque chose qui marche très, très bien parce que les gens sont ultra lucides. Et franchement, le nombre de fois où j'ai pris des refs après avoir demandé à une personne de me donner lui-même en avance ce que me dirait probablement la ref, et en fait, c'est exactement la même chose. Donc, les gens sont quand même assez lucides à utiliser. C'est intéressant. Je pense qu'on a lu le même livre, Christophe, qui est un bouquin qui s'appelle Recruter les meilleurs par Antoine Fraise, qui reprend exactement ça. Il y a un premier biais en recrutement, c'est quelqu'un qui va vous dérouler pendant 15 minutes son parcours. Ça n'a aucun intérêt. La personne est souvent préparée. Sélectionner l'expérience emblématique et sur ce que dit Christophe, effectivement, quelle était la fonction de la personne, quel était son rôle, comment ça se passait avec son manager, ses KPIs, ses projets, ses missions. Puis après, on va pouvoir voir la liste des courses sur ce qu'il maîtrise du sales up, du marketing, etc., etc. Et après, avec cette dimension, effectivement, reflet de ses équipes, de soi-même, perception. Et c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus chirurgical et on est sur du concret. Donc je rejoins totalement. Ok, top. On essaie d'avancer. Il nous reste quelques questions. On essaie de faire un peu plus vite que les questions précédentes. En quelques mots, allez, Violette, tiens. Comment réussir un onboarding selon la taille et la maturité de la startup? Ok, je vais essayer d'aller. Vraiment, ouais, on essaie de faire un peu. Pour réussir un onboarding, je dirais qu'il faut beaucoup de docs en interne, comme ça la personne elle arrive, il y a tout qui est documenté, que ce soit dans son équipe, de manière générale, la boîte, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Et aussi le côté humain, parce que donc du coup il y a des boîtes qui n'ont pas forcément l'argent pour donner des avantages de fou comme un ordi hyper performant, casque ou autre. Et du coup on va vraiment axer sur le côté humain, c'est-à-dire tu te sens accueilli, ton jour où tu es arrivé, il a été préparé. Tu avais un petit mot sur ton bureau, il y a eu un resto de team organisé, un after work dédié. Et en fait, il faut que tu te sentes accueilli. Tu arrives et tu sais que les gens, ils attendaient que toi, limite. Et parce qu'il y a beaucoup de boîtes où tu arrives et en fait, limite, on t'avait oublié. Ou bon, t'es là, mais ça ne change pas grand-chose. Et ça peut vraiment impacter l'onboarding. Et ensuite, bien définir les objectifs. En fait, tu arrives, tu as la doc, tu as les gens qui t'attendent. Et en plus, tu as tes objectifs qui sont bien définis. Tu sais où tu vas et tu sais comment tu vas travailler dans les prochains mois qui arrivent. Et comment est-ce que tu vas aussi passer ta période d'essai, qui est un moment hyper stressant pour les gens, d'avoir toujours le stress de ne pas réussir à la passer. Donc là, tu sais Ouais. quoi faire pour pouvoir la passer. Et ensuite, donc après, si effectivement tu as l'argent pour bah, du coup donner du matériel de qualité, c'est hyper important pour être performant. Des doubles écrans, un super ordi, un immense bureau aussi, avoir ta place dédiée. Top. Euh, Christophe, quelque chose à ajouter par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un truc que Violette n'a pas forcément mentionné? Moi, je suis ultra d'accord avec ce que dit Violette. Nous, quand on n'a pas le time, alors moi sur les onboarding, en fait, après je pense que ça dépend aussi de la personnalité du manager. Moi, ce que j'ai tendance à faire aujourd'hui, c'est liste de cases à cocher. Tiens, voilà, tu seras onboardé. Et donc, en fait, je veux faire un bon onboarding.
Tu seras onboardé dès lors que 2 points, liste de trucs. Si c'est un peu organisé, c'est cool. Peut-être il peut y avoir des jalons un peu pour incarner le ramp-up de cette personne. Et après, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est laisser du vide. Alors après, ça dépend qui on veut avoir en face de soi. Moi, je me suis rendu compte que dans ma manière de faire, je pouvais pas avoir des gens que j'avais besoin de briefer en permanence sur ce qu'ils avaient à faire. Et donc moi, l'onboarding, c'est tiens, voilà, tu as besoin de tout ça. Tu m'appelles hein, si tu as besoin et laisser beaucoup de vide. Et en fait, ça va, parce que l'onboarding, c'est encore un peu du process au fond de recrutement. Et donc le sujet pour moi, c'est de voir les personnes qui savent se saisir des besoins et les autres. Et donc le risque d'avoir un onboarding où on est presque trop proche serait de pas voir que la personne en fait va pas tenir, qu'on est en train de l'aider à faire son travail. C'était pas le rôle. Mais encore une fois, ça peut dépendre du karma du manager, etc. et du stade de maturité de la société. Le vide, il est important. Après, il ne faut pas trop en abuser parce que l'onboarding, c'est le moment idéal pour poser le cadre de référence. Les premiers jours, les premières semaines, en fait, sont décisives liées à ça. Où est-ce qu'on Ouais. va mettre le curseur d'exigence? Après, c'est trop tard souvent pour redresser la barre. Et un bon onboarding, encore une fois, c'était aussi des sujets quand on scale avec des grosses équipes qui sont extrêmement importantes parce qu'on est sur des temps de ramp-up qui doivent être le plus court possible. Il faut combiner du théorique, du pratique. Il faut combiner des moments collectifs, du one-one et effectivement, comme disait Christophe, de l'autonomie. Et puis, il faut s'appuyer aussi sur l'existant de l'entreprise. Moi, mon premier onboarding chez Peppernest, j'avais 12 personnes. J'avais 40 heures d'onboarding, j'en ai fait 39. Au bout de 4 ans, on avait 35 personnes qui étaient mobilisées sur ces sujets. Et moi, je faisais juste l'intro d'1 heure et demie devant 30 personnes. Donc, plus on a de personnes en interne, plus on les forme aussi à former, ça c'est important, plus on est extrêmement efficace sur ce sujet. Top. Merci pour vos retours. On va passer à la question suivante. Une des dernières questions. Alors, quel coût pour un mauvais recrutement? Comment gérer une sortie si nécessaire? Alors, la question, c'est effectivement se poser, en fait, finalement, oui, comprendre qu'un recrutement qui n'est pas un succès, finalement, si on n'a pas réussi un recrutement, que ça a un coût derrière, que les coûts cachés d'un mauvais recrutement sont immenses, énormes, et on peut avoir des coûts directs, mais aussi des coûts indirects. Donc, on va avoir des coûts directs, forcément, ça va être tous les salaires qu'on a sortis pour cette personne, etc. Mais les coûts indirects, ça peut être aussi la démotivation de l'équipe, le temps passé à former cette personne. Enfin, ça peut être énormément de choses. Donc l'idée là, c'est de voir ensemble un petit peu vous, comment vous l'interprétez, en fait, cette notion de coût, à travers quels critères vous voyez ces coûts. Et puis derrière, la deuxième question, elle est aussi importante. Et de mémoire, je crois que c'est Christophe qui a voulu absolument l'intégrer. Donc on le laissera s'exprimer là-dessus. C'est comment gérer une sortie si nécessaire. Donc ça veut dire que ça peut arriver pour une personne de devoir gérer une sortie. Comment on gère ça? Et bien évidemment, Yvon ou Violette, vous allez pouvoir nous donner un exemple contraire dans une boîte un peu plus grosse, dans une scale-up plus qu'une start-up, là où Christophe, je pense, parlera plutôt pour une start-up early. Donc je vous laisse répondre à ça. Euh, Tu veux commencer, Violette? Oui, alors du coup, au niveau du coût pour un mauvais recrutement, je ne vais pas avoir forcément de chiffres exacts à donner, mais ce qui est sûr, c'est que c'est hyper coûteux parce que du coup, comme je disais, Wafa, il y a toute la partie montée en compétences, formation. Si par exemple c'était un mauvais recrutement par rapport au fit culture, bah, ça peut du coup démotiver les équipes. Si tu fais rentrer une personne qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que l'équipe, déjà, l'équipe peut être en incompréhension aussi bah, du coup, on a un process super carré au niveau des valeurs et on recrute une personne qui est aux antipodes. Et donc, ça peut être, avoir des répercussions sur l'ambiance et au niveau plus du coup monétaire, bah, c'est simple, tout le temps qu'on a passé à former la personne, les salaires donnés et le fait que du coup, on a aussi fermé le recrutement pendant X mois pour finalement devoir le réouvrir ensuite et de nouveau avoir personne pendant une durée indéterminée. Euh, et voilà, je dirais que c'est surtout aussi un coût en termes de temps pour toutes les équipes. Déjà, de finir un process de recrutement, et à un moment donné où la personne vient au bureau. Puis ensuite, voilà, il y a un onboarding quand il est très bien fait qui est assez long pour vraiment donner toutes les clés à la personne pour réussir. Et ça, c'est une perte de temps immense quand la personne, finalement, elle ne correspond pas du tout à ce qu'on recherche. Ok, Christophe, peut-être? Bah, je dirais déjà que le pire coût pour la société, normalement, si elle a décidé de ce recrutement, c'est qu'elle a un besoin et que du coup, il y a toujours personne.
Et si on fait un bon recrutement, déjà, le principal problème, il doit être là. Et après, bien sûr, on peut faire un peu comme le coût d'acquisition d'un utilisateur dans n'importe quelle société. Souvent, les marketeurs aiment bien faire ça. Et donc, je vais prendre tous mes coûts fixes et puis tous mes coûts variables. Ça peut être aussi un chasseur de tête ou une chasseuse de tête qui travaille dans le truc. Je vais additionner tout et puis je vais diviser par le nombre de recrutements que j'ai fait dans l'année. Et puis, je vais sur mes charges fixes en tout cas. Et ça va me donner une histoire de coût d'acquisition. Donc, je vais pouvoir peut-être avoir cette stat. Mais je dirais que normalement, si le recrutement est bien décidé, le pire coût de l'échec, c'est d'avoir personne. Ouais, en tout cas, c'est peut-être le plus important, mais il y en a d'autres quoi à côté, c'est sûr. Ouais. Ok, Yvan, tu veux ajouter quelque chose à ça? Peut-être euh, par rapport à ton expérience passée? On a perdu Je crois Yvan. qu'il a un problème de réseau, Yvan. Il a Ah, envoyé ok. sur le On groupe. avance, pas de souci. Comment gérer une sortie si nécessaire? Est-ce que Christophe, toi, tu veux nous partager un petit peu tes expériences là-dessus? Oui, en fait, c'est vrai que il y avait tout le process et on passait que sur des questions de quand ça se passe bien. Et en fait, la réalité de ceux qui nous écoutent, je pense, c'est aussi d'avoir des moments où on se dit, tiens, on peut se lever en tant que manager et se dire, attends, j'arrête maintenant, j'attends demain. Enfin, bon, déjà, d'expérience, quand on commence à se poser ces questions-là, a priori, ça va pas changer. Ça m'est très rarement arrivé, enfin, je crois que ça m'est jamais arrivé de dire, tiens, je suis pas sûr que ça le fasse. Et au final, finalement, ça l'a fait. Donc moi, j'aurais tendance déjà à se dire que le plus compliqué en tant que manager quand on décide d'arrêter avec quelqu'un, c'est de l'accepter soi-même qu'on va devoir le faire. Et comme humainement, c'est pas quelque chose de simple, ça peut prendre du temps, c'est de faire preuve de courage en lançant le sujet. Et puis après, ce que j'ai remarqué, on peut dire, c'est quand même la transparence. Alors, moi, c'est à fond mon style de dire la pure vérité des sujets, de ce que je vois. Et après, pour moi, on est quand même sur un feedback euh, qui doit être équilibré. Donc, il y avait du plus, il y avait du moins. Et je pense que c'est important de décomplexer un petit peu le sujet. Normalement, un recrutement, quand ça s'arrête, c'est parce que, il y a des besoins, et puis il y a une personne qui ne les couvre pas. Et puis, il y a le manager, le décideur, qui dit le temps qu'il nous reste pour évaluer le temps, le temps qu'il nous reste pour évaluer le bon fonctionnement de la collaboration, exemple la période d'essai, n'est plus assez longue pour évaluer au rythme à laquelle c'est en train d'être fait. Donc, en fait, je vais arrêter. Et je pense que c'est important de présenter aussi le sujet comme ça. Tout le monde a besoin de se sécuriser dans la collaboration. Il y a un temps pour ça. Ce temps, il permet pas de s'assurer que le collaborateur, la collaboratrice couvre les besoins de la société. Et voilà la décision. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin, mais il y a besoin d'expliquer, de dire la vérité. Parce qu'il peut y avoir des personnes, des fois, qui croient être bons sur un poste parce qu'ils l'ont fait dans une boîte, mais en fait, cette boîte n'était pas en réussite. Donc, en fait, ils vont ailleurs en pensant qu'ils ont validé ces compétences-là. Parce qu'effectivement, pendant 2 ans, il y a eu écrit que j'avais fait tel et tel métier. Mais derrière, j'arrive dans une société et j'ai pas vraiment quelque chose à vendre sur ce poste. Donc, j'aurais tendance vraiment à dire la vérité et à aussi, pourquoi pas, si en tout cas on a un avis, pas hésiter à dire aussi à son interlocuteur, bah voilà, moi, où est-ce que je te vois bien en termes de contexte pour aussi l'aider, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à refaire des fois des erreurs de choix de carrière. C'est important. Et puis aussi, en général, quand ça marche pas, ça peut dire que la personne n'est pas une bonne personne à recruter. C'est-à-dire que sur ce poste-là, maintenant, pour cette société, ça ne marchait pas. Et donc, ça peut être intéressant aussi de proposer son aide à la personne pour voir dans quoi il va travailler derrière. Ok, top, top. Merci pour ton retour. Je crois qu'on arrive vers les dernières questions. Il me semble. Christophe, vous m'entendez? Attends, ouais, ça a coupé un moment, mais c'est bon, je t'entends à nouveau. Concrètement, si vous avez des questions, c'est maintenant parce qu'on est en train de voir les deux dernières questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On les prendra à la fin. À quel moment est-il judicieux d'externaliser son recrutement? Donc, moi, j'interviens là-dessus. Je suis peut-être pas la personne la plus objective. C'est pour ça qu'on laissera parler les autres également. Donc, moi-même, je suis recruteuse indépendante. Donc, je travaille avec des personnes en externalisé. Donc, pour moi, il y a deux... Enfin, pour moi, on fait appel à une personne externe, soit parce qu'on n'a pas le temps. Et dans ces cas-là, c'est pas forcément des postes ultra compliqués, mais que dans tous les cas, on n'a pas le temps et que notre temps, bah, c'est de l'argent finalement et que ça coûte moins cher d'aller externaliser que l'inverse. Soit parce qu'on a le temps potentiellement, mais qu'on n'a pas cette expertise de chasse de tête.
parce que très souvent, on va retrouver des recruteurs en interne qui sont pas très bons pour gérer plein de sujets RH dans le recrutement et peut-être pas assez experts sur la partie chasse de tête, où là, il est question d'aller approcher des pépites, les convaincre. C'est tout un process de communiquer avec ces personnes, donner envie à ces personnes d'être ouvertes à l'opportunité, motiver cette personne. Voilà, en fait, on va créer une histoire entre une personne qui n'était même pas censée être là. Donc, quand on fait de la chasse, pour moi, c'est pertinent. En tout cas, si c'est un poste sur lequel on a besoin de faire de la chasse, donc par exemple un poste de dev, un poste de sales, un poste data, peu importe. Voilà, on va moins externaliser des postes de RH ou des postes de marketing digital junior, par exemple. Euh, mais voilà, en gros, c'est soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas la compétence pour aller plus loin. Euh, mais oui, enfin, c'est principalement ces deux raisons-là. Ben, du coup, on peut se poser la question d'un point de vue CEO et RH, Christophe et Violette. Yvon, je crois qu'il a des problèmes de connexion. Toi, Christophe, toi, Violette, enfin, vous, à quel moment vous vous dites, OK, j'ai peut-être besoin d'un coup de main sur le recrutement? Euh, Bah, du coup, effectivement, on a déjà fait appel, hein, et on a déjà recruté d'ailleurs des personnes grâce à une aide extérieure. Et en fait, c'est effectivement quand tu n'arrives pas à trouver parce que du coup, il y a beaucoup de concurrence sur le marché et que le recruteur, il a plus de réseau et de connaissances aussi sur le domaine. Par exemple, en dev. Ouais. Mm. En dev, ça nous est déjà arrivé. Enfin, un recruteur qui sait directement qu'est-ce qui est un bon dev ou pas. Alors que par exemple, moi, en premier process de recrutement, je vais pas, première étape, je vais pas forcément savoir techniquement. Puis aussi le fait oui, je dirais le réseau. Euh, alors voilà, ouais, le réseau. Alors on n'externalise pas beaucoup, hein, donc c'est vrai que nous on va plus internaliser. Donc voilà, les arguments que je vais avoir, ça va être ça. Le réseau du recruteur, il a l'habitude aussi, c'est son travail au quotidien, donc en fait il sait mieux faire. Il est plus Par exemple, bien, ouais. sur mon ça va être bon, avant c'était 100%, mais maintenant c'est plus que, imaginons, 30% à peu près. Donc forcément, tu perds au fur et à mesure en compétences, alors que le recruteur, et ça tous les jours, c'est en fait. Surtout sur la partie chasse, pour le coup. Surtout sur Exact. Ouais. cette partie-là, parce que mettre un CV sur des job boards, tout le monde sait faire ça. Aller chercher une pépite sur le marché et que la convaincre de venir travailler avec nous, c'est une autre histoire. Toi, Christophe, à quel moment tu sens le besoin ou tu as senti le besoin de travailler avec des recruteurs externes? Pour moi, c'est un sujet d'accès au marché. C'est un sujet d'accès au marché et ça dépend pas que. Donc, ça peut dépendre aussi de soi, de sa capacité à attirer, à être en contact avec une communauté de profils. Par exemple, une société qui va être très tech, c'est au moment de recruter un marketing qu'ils vont peut-être devoir l'externaliser, alors que des techs, en fait, ils vont les trouver faciles. Et encore que, hein, je dis ça, mais en fait, et quand je parle d'accès au marché, en fait, ça dépend bien sûr de qui on est, des gens qu'on cherche, mais ça va dépendre surtout de la tension de marché en réalité qu'il y a sur ces profils, parce que on observe quelque chose, c'est que dès lors qu'une personne se fait contacter pour des postes, il arrête d'en chercher. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des profils qui ne postulent jamais. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à l'écoute. Il paraît que c'est un tiers ou deux tiers entre un et deux tiers des profils qui sont toujours plus ou moins à l'écoute, mais leur démarche, c'est pas de postuler en fait. Donc ça veut dire que comment accéder au marché des personnes qui sont trop attractives, dont le profil est trop attractif pour qu'ils aient envie de postuler. En fait, ces gens-là, on est obligé d'aller les chercher. Et en fait, il y a des recruteurs, des recruteuses comme toi, Wafa, ou comme ce qu'on peut avoir chez Blue Coders, qui vont être spécialisés sur un marché, une typologie de besoins. Et ça, en fait, cet accès au marché, ça fait que ta personne, tu lances un chasseur de tête, une chasseuse de tête, et une semaine après, tu as deux bons candidats dans ton pipe, tu te disais, mais ils étaient où les gars? Ouais, Et c'est ben en ça. fait, ils postulaient pas parce qu'ils attendaient qu'on les contacte. Et donc, soit on a ce savoir-faire en interne, donc le sujet, c'est pas tant externalisé ou pas, il y a aussi une notion d'aller chasser. Mais c'est vrai que la chasse, souvent, c'est assez peu fait par les équipes RH. Encore que je dis ça, c'est faux. Et nous, on a formé plein de personnes aussi à la chasse de tête, à l'approche directe. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'offres aussi sur ce milieu. Et d'ailleurs, que les logiciels de recrutement, comme ce que peut faire Marvin, mais comme fait aussi ce que fait Walaxy, d'être capable d'aller gratter du marché en envoyant des messages. Et je trouve que Yvan, tout à l'heure, disait un truc qui est vrai. Il disait recruter, c'est vendre. Et en fait, quand on vend, bah, en fait, on fait du Exactement. marketing. Et en fait, c'est vrai que dans le milieu RH, il y a du marketing, il y a de la vente. Et puis, il peut aussi y avoir une forme d'apport d'affaires. Et cet apport d'affaires, en fait, c'est un recruteur extérieur qui va Parle- être quand même lui-même client de la qualité de ton process, parce que recruter pour une boîte qui n'arrive pas à convertir, qui n'arrive pas à attirer les talents qu'on met derrière, ça peut être aussi problématique.
Ouais, on parle même plus de. C'est le terme à la mode, c'est commercial en recrutement. En fait, c'est même plus recruteur, c'est Ouais. commercial en recrutement. Tellement qu'il y a des aspects marketing et vente quand on est recruteur à 100%. Pas quand on est RH et quand on fait du recrutement, mais quand on est recruteur à 100%, il y a une partie énorme commerciale dedans. Ok, Bah, c'est ça, c'est le chasseur de tête. C'est ça, ouais, au fond, le profil spécialisé là-dessus, c'est le chasseur, la chasseuse de tête. c'est ça. Et en vrai, c'est eux qui ont la science de l'approche et de savoir appeler quelqu'un. Ouais, bonjour, on n'avait pas prévu de se parler, mais en fait, tu vas prendre le temps. Et en fait, il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus et c'est trop fort. C'est Mm. ça, ok, super. Allez, une dernière question, parce qu'on est un petit peu au-delà de la limite et encore ça allait parce que j'avais prévu jusqu'à 14 heures. Donc vraiment une dernière question, comme ça tout le monde peut reprendre sa journée. Donc, petit débrief, on essaie de faire le plus rapidement possible, le plus efficace, chacun. Quelles sont en fait les meilleures astuces pour construire une équipe solide, motivée et pleine de pépites? En quelques mots, ça donnerait quoi? Je vais commencer si vous voulez. Pour moi, les meilleures astuces, c'est comprendre le besoin dans un premier temps. Quand je rencontre une start-up, donc la première chose que je vais faire, c'est essayer de comprendre leur culture d'entreprise et qu'est-ce qu'ils recherchent concrètement, parce que des fois, c'est en discutant que on arrive à mettre le doigt sur des choses qui n'étaient pas forcément conscientisées lors de la recherche. Donc vraiment bien comprendre le profil pour ensuite en découler une stratégie. La stratégie de recrutement, ça va être soit du pool uniquement, c'est-à-dire mon poste, je vais pas tarder à le fulfill. En gros, si je mets une annonce sur un job board, je sais que je vais avoir assez de candidatures, donc pas besoin de faire de chasse de tête. Ou alors tout de suite dire, je fais la job desk, mais c'est surtout pour aller chasser derrière parce que je sais que personne postulera. Bref, en fait, il faut trouver la stratégie de recrutement par rapport à ce poste. Et ensuite, donc forcément, ça reprend ce qu'on s'est dit juste avant avec toutes les questions. Forcément, avoir un process de recrutement qui soit clair, qui soit évolutif aussi en fonction des besoins, avoir des feedbacks des gens pour l'améliorer et jouer sur la culture d'entreprise pour attirer et fidéliser donc sur les belles valeurs. Donc pour moi, c'est ça. Et pour moi, c'est toujours être à l'écoute des personnes qu'on recrute parce que comme je l'ai toujours dit, recruter, c'est difficile. Recruter les bons talents, c'est difficile. Perdre du temps, c'est difficile. On a un coup derrière. Alors si en plus on doit tout refaire, c'est un peu compliqué. Donc il faut réfléchir à comment on fidélise les salariés une fois qu'on les a. Donc pour moi, ça sera ça ma réponse. Christophe et Violette, ce serait quoi pour conclure? Bah, moi, du coup, je te rejoins, hein. Tout ce que tu as dit, je suis complètement d'accord avec toi. Tout se fait aussi dans le process de recrutement. Pour moi, il y a vraiment les valeurs qui sont hyper importantes, qu'il faut définir dès le début pour recruter des personnes qui sont en accord avec ces valeurs. Ensuite, créer une vraie culture d'entreprise euh, où il y a vraiment un sentiment d'appartenance. Et après, on va dire que si on s'adresse à un peu à la nouvelle génération ou oui, des profils même jusqu'à, enfin, en fait, c'est de plus en plus, même toutes les générations ont besoin de flexibilité, de liberté. Donc, en fait, ça va être de pouvoir s'adapter au maximum à ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est-à-dire de la flexibilité, de la liberté, donc enlever tout ce qui est horaire. Alors, bien évidemment, sauf si le métier nécessite réellement des horaires, hein. Mais s'il n'y a pas vraiment ce besoin-là, bah, du coup, laisser de la flexibilité sur les horaires, sur les congés, sur le télétravail. Et en fait, là, tu vas avoir des gens qui vont, quand ils sont là, ils ont envie d'être là. Ils sont pas obligés, ils sont pas forcés. Euh, Ils ont envie de travailler et ils sont contents parce qu'on leur donne ce dont ils ont envie, c'est-à-dire de la liberté, de la flexibilité. Et par contre, ça ne plaît pas à tous les profils. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir des horaires, ils ont Ah, besoin ouais. d'avoir leurs 5 semaines, ils veulent pas plus parce que sinon, voilà, enfin, on évolue tous différemment, mais du coup, c'est pour ça que dès le début dans le process, il faut être clair et recruter des gens qui veulent avoir cette flexibilité. Et ensuite, derrière, leur donner ça. Nous, c'est des gens qu'on a envie d'attirer, mais évidemment, il y a peut-être des boîtes qui veulent pas forcément des profils qui aiment ça, mais pour nous, ça sera ça. Et j'ai quand même l'impression que c'est un peu la tendance. Il y a quand même de plus en plus de gens qui veulent ça. Donc, du coup, si tu veux en plus recruter le maximum de personnes qui peuvent défendre, on appelle ça, ce serait vraiment se baser là-dessus. Et en interne, du coup, continuer sur cette lancée de liberté. Ouais, moi je suis d'accord. Pour Christophe? compléter, ce que je dirais, c'est que en fait, le recrutement, ça devient presque une science. On met des process, des trucs et tout. Et là, on parle beaucoup de méthodologie. Et en vrai, il y en a absolument besoin. Tout ce qu'on a dit, c'est entièrement valable, hein. Et je trouve que c'est intéressant des fois de revenir
Moi, j'ai déjà vu des gens qui étaient très expérimentés au début de ma carrière qui recrutaient, que je demandais à assister aux entretiens. Ça m'est déjà arrivé d'être avec des CEO qui disent bon, bah, t'en es où dans ta vie? Tu vas où? C'est quoi ton ambition? Ouais, ok, nous, c'est ça. Est-ce que ça t'intéresse d'emboîter ton ambition dans la nôtre? Et en fait, quelque part, il y a un peu. Quand ça, c'est vrai, tu résous le problème. En fait, des fois, presque tout le process, il peut servir à rien. Alors, bien sûr, il faut évaluer les compétences et tout, on l'a dit, mais au fond, c'est une équipe, une aventure qui a son ambition, une personne qui a son ambition. Et si, en s'engageant dans la société, on est capable de lui démontrer que lui-même le voit, qu'il va avoir envie d'apporter quelque chose et donc il va trouver du sens dans son travail et qu'en plus de ça, ça l'intéresse d'aligner son ambition avec celle de la société parce qu'il va grandir sur son ambition en même temps que la société va grandir. Là, on est dans du gagnant-gagnant. Et pour moi, quand on trouve les personnes avec qui tout ça est vrai, eh ben, ça marche bien. Et après, pour revenir à ce que disait Violette, je trouve ça très vrai de dire que, en fait, quand on recrute des gens, il y a une espèce d'équilibre entre des personnes qui vont être motivées par la relation en elle-même. Je veux un manager qui m'écoute, et je dis pas qu'il en faut zéro, hein, mais il y a ça, et il y a aussi des gens qui vont être motivés par le sujet, sur le projet. Et je trouve qu'on a beaucoup moins de difficultés, surtout dans une phase pionnière, début de société ou au début de la phase de croissance, quand on recrute des gens qui sont motivés par le sujet. C'est-à-dire, au fond, ça les intéresse. Et ça les intéresse tellement que enlève les horaires, mais leur des congés illimités. En fait, ils seront là parce que ça les intéresse vraiment. Et donc, c'est presque intéressant de supprimer les frontières, supprimer les contraintes. Puisqu'en fait, ça va te faire tenir que les personnes qui sont vraiment intéressées par le projet. Et donc, c'est presque une bonne chose. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure de à quel point il faut tenir par la main quelqu'un dans son onboarding. Le risque à trop tenir par la main, c'est qu'on va avoir des gens qui vont être beaucoup dans est-ce qu'on m'a donné les choses pour que je réussisse, etc. Et je dis pas qu'il n'y a pas des sociétés qui sont intéressées par ces personnes-là. Là, pour moi, on était beaucoup sur des phases de croissance, des phases pionnières. Et je trouve que dans ces moments-là, on a surtout besoin d'avoir des gens qui sont ultra motivés par le sujet et qui ont envie d'emboîter leur ambition dans cette de la société. Top, merci. Bon, eh bien, on arrive à la fin du webinar. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si quelqu'un veut activer son micro pour en live poser sa question, c'est le moment. Je vous laisse quelques secondes.